Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de la tête d'Amélie Moreau comme des guêpes énervées, tandis qu'elle remuait son café tiède pour la 3e fois en 10 minutes. Le dîner de Mickey n'était pas exactement le genre d'endroit que l'on trouverait dans une brochure touristique du centre-ville de Chicago. Mais à 1h47 du matin, c'était l'un des rares endroits qui servait encore quelque chose qui ressemblait à de la nourriture. Les banquettes de vinyle rouge étaient craquelées par l'âge, et le sol à damier avait connu de meilleures décennies. Mais il faisait chaud, et plus important encore, c'était loin de son appartement vide où le silence semblait trop bruyant. Amélie venait ici depuis des semaines, depuis que les cauchemars la tenaient éveillée. Dolores, la serveuse de nuit, la reconnaissait à peine. Elle remplissait simplement sa tasse de café et la laissait seule avec ses pensées. Cependant, cette nuit était différente. Il y avait une tension électrique dans l'air qui faisait picoter la peau d'Amélie. C'est à ce moment-là qu'elle le remarqua. Un garçon peut-être de 8 ou 9 ans était assis seul dans la banquette du coin la plus éloignée de la porte. Ses petites mains bougeaient frénétiquement dans l'air, formant des formes et des gestes qu'Amélie reconnut immédiatement. Son cœur se serra en le regardant essayer désespérément d'attirer l'attention de quiconque passait. Le cuisinier, la serveuse, même d'autres clients se dirigeant aux toilettes. Mais chaque personne regardait droit à travers lui, leur visage se tordant d'une expression qui ressemblait presque à de la peur. Amélie fronça les sourcils. Le garçon était bien habillé d'un pull bleu marine coûteux et d'un pantalon kaki bien repassé qui coûtait probablement plus que ce qu'Amélie gagnait en une semaine dans son travail de saisie de données. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés et, malgré l'heure tardive, il semblait bien éveillé. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une profonde tristesse qu'aucun enfant ne devrait avoir apportée. Pourquoi tout le monde l'ignore-t-il? Elle regarda Dolores s'approcher de la table du garçon avec une réticence évidente, son comportement habituellement bourru, remplacé par quelque chose qui ressemblait étrangement à de la terreur. Les mains du garçon bougèrent à nouveau, plus vite cette fois, plus urgentes. Amélie pouvait le voir former les signes pour s'il vous plaît et aide. Son petit visage se plissait de frustration. Dolores recula, sans prendre sa commande, secouant la tête et marmonnant quelque chose entre ses dents qu'Amélie ne put entendre. C'en était assez. Amélie avait appris la langue des signes américaine il y a 15 ans, lorsque sa sœur cadette, Clémentine, était née sourde profonde. Même après la mort de Clémentine dans cet accident de voiture il y a 3 ans, Amélie n'avait jamais oublié le langage qui les avait connectés. Elle avait promis à Clémentine qu'elle ne le laisserait jamais disparaître, qu'elle serait toujours prête à aider quelqu'un qui en aurait besoin. Se levant sur des jambes tremblantes, Amélie traversa le dîner, fortement consciente de la façon dont chaque conversation semblait mourir à son passage. Le garçon leva les yeux à son approche, ses yeux sombres, s'écarquillant de surprise, lorsqu'elle glissa dans la banquette en face de lui. « Salut !» dit Amélie doucement, puis leva les mains et signa « Comment t'appelles-tu » La transformation fut instantanée et déchirante. Le visage entier du garçon s'illumina comme si quelqu'un venait d'allumer le soleil. Ses mains s'agitèrent, signant si vite qu'Amélie dut lui demander de ralentir. « Je m'appelle Jules » signa-t-il, les larmes montant aux yeux. « Tu peux me comprendre. »« Oui, je peux te comprendre parfaitement » signa Amélie en retour, sa propre gorge se serrant d'émotion. « Est-ce que ça va? Où sont tes parents ?» Avant que Jules ne puisse répondre, la porte d'entrée du dîner s'ouvrit avec une telle force que la petite cloche au-dessus d'elle s'envola de son crochet et claqua au sol. Le sang d'Amélie se glaça lorsque 6 hommes en costume sombre inondèrent l'entrée, leurs mains ostensiblement cachées à l'intérieur de leurs vestons. Les quelques clients restants tombèrent immédiatement au sol ou plongèrent derrière les banquettes et Dolores laissa échapper un petit cri. Mais ce fut le 7e homme qui fit s'arrêter complètement le cœur d'Amélie. Il était grand et aux larges épaules, peut-être 40 ans, avec des yeux gris acier et un visage qui aurait pu être sculpté dans du granit. Ses cheveux noirs étaient parfaitement lissés en arrière et son costume anthracite coûtait probablement plus cher que la voiture d'Amélie. Quand il marchait, tout et tout le monde semblait s'éloigner de lui comme s'il était une force de la nature.
acte n'était pas seulement dangereux, c'était le pouvoir dans sa forme la plus pure et la plus terrifiante. Le regard de l'homme balaya le dîner avec la précision d'un prédateur jusqu'à atterrir sur la banquette du coin. Son expression passa d'un calcul froid à quelque chose qu'Amélie ne pouvait pas tout à fait identifier. Soulagement, peur. Quand il vit Jules, il se déplaça avec détermination, ses chaussures coûteuses cliquetant sur le sol comme un compte à rebours. L'instinct d'Amélie lui criait de courir, mais la petite main de Jules avait trouvé la sienne à travers la table et elle ne pouvait pas l'abandonner. Pas quand il venait de trouver quelqu'un qui pouvait le comprendre. L'homme s'arrêta à côté de leur banquette et s'agenouilla lentement à côté de Jules. Son corps massif réussissant d'une manière ou d'une autre à paraître doux en tendant la main pour toucher le visage du garçon. « Tu es là ?» dit-il, sa voix portant un léger accent italien qui la faisait sonner comme du velours enroulé autour d'acier. « Tu m'as fait peur, gamin. » Les mains de Jules commencèrent à bouger avec excitation, signant quelque chose à l'homme qui, Amélie réalisa avec choc, pouvait apparemment le comprendre. Mais ensuite, Jules pointa directement Amélie, son petit visage rayonnant de joie, en signant quelque chose qui fit les yeux gris de l'homme se braquer sur son visage comme un laser. La température dans le dîner sembla chuter de 10 degrés, tandis que ses yeux gris acier étudiaient Amélie avec l'intensité d'un microscope. Elle se sentit comme un papillon épinglé à une planche, complètement exposé et totalement piégé. « Vous, » dit l'homme calmement, sa voix portant facilement à travers le dîner maintenant silencieux. « Qui êtes-vous et comment connaissez-vous son langage ?» La bouche d'Amélie devint sèche. Tout instinct lui disait de mentir, de courir, de faire n'importe quoi, sauf dire la vérité à cet homme évidemment dangereux. Mais la main de Jules était toujours dans la sienne, chaude et confiante, et elle pouvait voir l'espoir dans ses yeux. L'espoir que quelqu'un le comprenne enfin. « Je suis Amélie », réussit-elle à chuchoter. « Amélie Moreau. J'ai appris la langue des signes pour ma sœur. » Les yeux de l'homme ne quittèrent jamais son visage. Derrière lui, ces hommes s'étaient positionnés à toutes les issues, et Amélie réalisa avec une terreur croissante que personne ne quitterait ce dîner avant qu'il ne le dise. « Amélie Moreau », répéta-t-il comme pour tester comment son nom sonnait sur sa langue. Puis il sourit, et c'était d'une certaine manière plus effrayant que n'importe quelle grimace n'aurait pu l'être. « Je suis Gabrielle Vinci. Et vous, mademoiselle Moreau, venez de devenir très intéressante pour moi. » Le silence qui suivit les paroles de Gabrielle s'étira comme un fil tendu, prêt à se rompre. Amélie pouvait entendre son propre cœur battre fort dans ses oreilles, tandis qu'elle regardait cet homme, Gabriel Vinci, l'étudier avec un genre de concentration qui la faisait se sentir comme une proie. « Tout le monde sort, » dit Gabriel doucement, sans quitter Amélie des yeux. Il n'éleva pas la voix, ne cria pas, ne menaça pas, mais l'effet fut immédiat et absolu. Les quelques clients qui s'étaient terrés derrière les banquettes se précipitèrent vers la porte comme si leur vie en dépendait. Dolores laissa tomber sa cafetière, qui se brisa sur le sol en une giclée de céramique et de caféine, avant de pratiquement sprinter vers la sortie de service. En 30 secondes, le dîner était vide, à l'exception d'Amélie, Jules, Gabriel et ses 6 hommes, qui s'étaient positionnés avec une précision militaire autour du périmètre. Amélie remarqua qu'aucun d'eux ne regardait directement Jules. Leurs yeux semblaient glisser loin du garçon, comme s'il était invisible. Quel genre de vie est-ce pour un enfant? Maintenant, dit Gabriel, glissant dans la banquette à côté de Jules avec une grâce fluide. Le garçon se nichait immédiatement contre le flanc de son père, mais ses yeux restaient fixés sur Amélie avec une espérance désespérée. Ayons cette conversation correctement. Les mains d'Amélie tremblèrent tandis qu'elle les posait à plat sur la table en formica et raflé. Je vous ai dit que je suis Amélie Moreau. Je travaille chez Morrison Data Services au centre-ville. J'ai appris la langue des signes parce que ma sœur Clémentine est née sourde. Sa voix se brisa légèrement sur le nom de Clémentine, comme elle le faisait toujours. Elle est morte il y a 3 ans. Accident de voiture. Amélie se força à rencontrer ses yeux gris acier. J'ai continué à signer parce que je lui ai promis que je le ferais. Quelque chose changea dans l'expression de Gabriel. Juste un scintillement, mais Amélie le capta. Pendant un moment, le masque de granit glissa, révélant quelque chose de presque humain en dessous. Jules tira la manche de son père et commença à signer rapidement. Amélie regarda le visage de Gabriel, tandis qu'il suivait les paroles de son fils, et elle fut frappée par la douceur de son expression lorsqu'il regardait le garçon. C'était un homme qui aimait clairement son enfant désespérément. « Dis-lui merci », signa Jules à son père. « Dis-lui qu'elle est la première personne qui m'a parlé comme si j'étais réel. »
La mâchoire de Gabriel se serra. « Je le dis que vous êtes la première personne qui l'a traité comme s'il existait. » Sa voix portait le poids d'années de frustration et de douleur. « Avez-vous une idée de la rareté de cela ?» Amélie regarda le garçon, puis de nouveau Gabriel. « Les gens sont idiots, dit-elle simplement. La surdité ne rend pas quelqu'un moins humain. L'être muet non plus. » « Non, acquiesça Gabriel. Mais être mon fils le fait. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une confession. Amélie sentit des morceaux d'un horrible puzzle se mettre en place. La peur dans les yeux de tout le monde. La façon dont les gens évitaient Jules, les hommes armés, les vêtements coûteux et le père dangereux. Amélie déglutit. « Vous êtes dans la mafia !» Le sourire de Gabriel était tranchant comme une lame. Entre autres choses, il fit un geste à l'un de ses hommes. « Marco, amène la voiture. Nous partons. »« Attendez, » dit Amélie, la panique montant dans sa poitrine. « Je devrais rentrer chez moi. J'ai du travail demain. » Non, la voix de Gabriel coupa ses protestations comme de la glace. « Vous venez avec nous. Je ne vais nulle part avec vous. » Amélie commença à glisser hors de la banquette, mais se figea en réalisant que les 6 hommes s'étaient subtilement déplacés, bloquant toutes les issues possibles. « Vous ne pouvez pas simplement m'enlever. »« Je ne vous enlève pas, » dit Gabriel calmement, bien que ses yeux soient redevenus froids. « Je vous fais une offre. » Quel genre d'offre? Gabriel regarda Jules, qui observait leur conversation avec des yeux grands et inquiets. Les mains du garçon bougèrent rapidement. « Est-ce qu'Amélie a des problèmes à cause de moi ?»« Non, gamin, » signa Gabriel en retour, ses mouvements étonnamment gracieux pour de si grandes mains. « Amélie va nous aider. » Il se tourna vers Amélie. « Mon fils n'a pas eu de vraie conversation avec qui que ce soit de toute sa vie, sauf moi. Et même moi, je suis limité. Je n'ai appris que la langue des signes de base après sa naissance. Vous avez vu comme il s'est illuminé quand vous lui avez parlé. C'est merveilleux. Mais Jules ne fait confiance à personne, » continua Gabriel, comme si elle n'avait pas parlé. Sa voix baissa à peine au-dessus d'un murmure, mais d'une certaine manière, elle semblait plus forte qu'un cri. « En 8 ans, il n'a jamais fait confiance à une seule personne en dehors de moi. Ni ses gardes du corps, ni ses tuteurs, ni ses nourrices. Personne. » Ses yeux gris la transpercèrent. « Jusqu'à ce soir. Jusqu'à vous. » La bouche d'Amélie devint sèche. « Qu'êtes-vous en train de dire ?» Gabriel se pencha légèrement en avant et Amélie capta une odeur de cologne coûteuse mélangée à quelque chose de plus sombre. « Huile d'arme, peut-être. Je suis en train de dire que mon fils a besoin de vous, mademoiselle Moreau. Et ce dont mon fils a besoin, il l'obtient. Vous ne pouvez pas simplement me prendre. En fait, je peux. » La voix de Gabriel redevint du velours enroulé autour d'acier. « Vous voyez, dans mon monde, quand quelque chose de précieux et de rare apparaît, quelque chose qui pourrait garder mon fils en sécurité et heureux, je ne le laisse pas s'échapper. » Il se leva, tendant la main à Jules, qui la prit sans hésiter. « Mon fils ne fait confiance à personne, mademoiselle Moreau. Maintenant, vous n'avez pas le choix non plus. » 2 des hommes de Gabriel flanquèrent la banquette d'Amélie. Ils ne la touchèrent pas, ne la menacèrent pas, mais leur message était clair comme de l'eau de roche. « C'est insensé, » chuchota Amélie. « Je ne suis personne. Je fais de la saisie de données et je vis dans un studio avec un climatiseur cassé. Je mange des nouilles instantanées pour le dîner et je fais mes achats dans des friperies. Je n'ai rien à faire dans votre monde. » Gabriel s'arrêta à la porte du dîner, la main de Jules toujours en sécurité dans la sienne. Quand il regarda Amélie, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à du regret dans son expression. « Peut-être pas, » admit-il. « Mais mon monde vient de devenir le vôtre, que cela vous plaise ou non. » Alors qu'Amélie était doucement mais fermement escortée vers la porte, elle aperçut Jules, qui la regardait avec une confiance et une joie absolue, signant merci encore et encore. Elle entrait dans un monde de richesse et de danger qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et il n'y avait plus de retour possible. Le nouveau monde de verre et d'acier, les grilles en fer forgé de la propriété Vinci s'ouvrirent silencieusement à l'approche de leur SUV noir, révélant un monde qu'Amélie n'aurait jamais cru exister dans les banlieues de Chicago. Le manoir se dressait devant eux comme quelque chose sorti d'un roman gothique. 3 étages de calcaire et de fenêtres sombres entourés de jardins parfaitement entretenus qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que ceux qu'Amélie gagnait en 5 ans. Mais ce furent les détails subtils qui lui firent serrer l'estomac d'appréhension. Des caméras de sécurité suivaient leurs mouvements sous tous les angles. Des hommes en costumes sombres patrouillaient le domaine avec l'efficacité d'anciens soldats. Les fenêtres n'étaient pas seulement teintées, elles étaient à l'épreuve des balles, assez épaisses pour qu'Amélie puisse voir la distorsion révélatrice autour des bords. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une forteresse. « Bienvenue dans notre monde », dit Gabriel
Gabriel doucement, alors qu'il s'arrêtait sur l'allée circulaire. Jules s'était endormi contre l'épaule de son père pendant le trajet de 20 minutes, son petit visage paisible d'une manière qui faisait mal au cœur d'Amélie. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il ne l'atteigne, révélant une femme au visage sévère dans la cinquantaine, vêtue d'un uniforme noir impeccable. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon serré et ses yeux bleu pâle balayèrent Amélie avec une désapprobation évidente. « Madame Castellano », Gabriel fit un signe de tête à la femme. « Voici mademoiselle Moreau, elle restera avec nous. »« Oui, monsieur. » La voix de madame Castellano portait un léger accent italien et absolument aucune chaleur. La chambre d'amis dans l'aile a été préparée. Son regard se posa sur Jules, toujours endormi dans les bras de son père, et Amélie vit quelque chose passer sur son visage. Pas de l'affection, pas même une préoccupation humaine de base, mais quelque chose de plus proche de la résignation mêlée à la peur. Alors qu'ils entraient dans le vestibule, Amélie fut frappée par la froide grandeur de tout cela. Des sols en marbre reflétaient la lumière d'un lustre en cristal, qui coûtait probablement plus cher que tout son immeuble. Des peintures à l'huile, dans de lourds cadres dorés tapissaient les murs. Des hommes au visage sévère, qui ressemblaient tous plus ou moins à Gabriel, regardaient avec des yeux désapprobateurs. Mais malgré toute la richesse exposée, la maison semblait vide, sans vie. « Maria va vous montrer votre chambre, » dit Gabriel, faisant un geste vers madame Castellano. « Nous discuterons des arrangements demain. »« Attendez, » dit Amélie, retrouvant sa voix. « Quels arrangements? Qu'attendez-vous exactement de moi ici ?» Gabriel s'arrêta au pied d'un grand escalier, Jules toujours dans ses bras. « Aidez mon fils, » dit-il simplement. « Donnez-lui ce que tous les autres dans cette maison n'ont pas réussi à lui donner, c'est-à-dire une enfance. » Les mots frappèrent Amélie comme un coup physique. Alors que Gabriel portait Jules à l'étage, elle suivit madame Castellano à travers des couloirs bordés de plus de caméras de sécurité et d'hommes silencieux et vigilants. Tout le monde qu'ils croisaient détournait les yeux d'elle, mais Amélie pouvait sentir leur curiosité et leur peur rayonner comme de la chaleur. « Le garçon n'a pas l'habitude d'amener des étrangers à la maison, » dit madame Castellano finalement, alors qu'elle montait au 2e étage. « Vous voulez dire Gabriel ?» Les pas de la femme plus âgée vacillèrent presque imperceptiblement. « Je veux dire, maître Jules, mademoiselle, il est exigeant envers les gens, ne s'attache à personne. La plupart du personnel le trouve, » elle chercha le mot juste. « Difficile. » Amélie s'arrêta de marcher. « Difficile comment ?» Le visage de madame Castellano se ferma immédiatement. « Rien dont vous deviez vous inquiéter, mademoiselle. Voici votre chambre. » Elle ouvrit une porte pour révéler une chambre plus grande que tout l'appartement d'Amélie, décorée en bleu et blanc doux, avec des meubles qui semblaient appartenir à un musée. « Madame Castellano, » dit Amélie avant que la femme ne puisse s'échapper. Depuis combien de temps Jules vit-il comme ça, entouré de personnes qui ont peur de lui? Les jointures de la gouvernante blanchirent, tandis qu'elle agrippait la poignée de porte. « Ce garçon est l'héritier de monsieur Vinci, mademoiselle. Tout ce qu'il touche devient dangereux, qu'il le veuille ou non. Le personnel, nous faisons nos travaux. Nous le gardons en sécurité, mais se rapprocher de lui, » elle secoua la tête. « Ce n'est pas sûr pour personne. » Après que madame Castellano fut partie, Amélie s'assit sur le bord du lit incroyablement doux et essaya de traiter ce dans quoi elle avait marché. Par sa fenêtre, elle pouvait voir des gardes patrouiller le domaine, leurs mouvements chorégraphiés et mortellement sérieux. Quel genre de vie est-ce pour un petit garçon? Elle était toujours assise là 1 heure plus tard lorsqu'elle entendit un léger tapotement à sa porte. Quand elle l'ouvrit, Jules se tenait dans le couloir en pyjama de Superman, ses cheveux noirs ébouriffés par le sommeil. « Je n'arrivais pas à dormir, » signa-t-il. « Pouvons-nous parler ?» Amélie jeta un coup d'œil au couloir vide, puis s'écarta pour le laisser entrer. « Bien sûr, est-ce que ça va ?» Jules s'assit sur le bord d'une chaise, beaucoup trop grande pour lui, ses jambes se balançant librement. « Tout le monde ici a peur de moi, » signa-t-il, ses petites mains bougeant avec une tristesse habituelle. « Ils font des choses pour moi, mais ils ne me parlent jamais. Pas vraiment. Ils me regardent comme si j'étais... » Il lutta pour les bons signes. « Comme si j'étais cassé. » Le cœur d'Amélie se brisa. Elle s'agenouilla devant lui, se mettant à son niveau. « Tu n'es pas cassé, Jules. Tu es parfait exactement comme tu es. » Papa dit ça aussi. « Mais il est le seul. Eh bien, maintenant tu m'as moi aussi. » Pendant l'heure qui suivit, Amélie fit quelque chose de révolutionnaire dans ce manoir froid et stérile. Elle fit rire Jules, elle lui raconta des histoires idiotes, joua à des jeux simples avec ses mains et lui enseigna de nouveaux signes qui n'avaient rien à voir avec des ordres ou des instructions ou la peur. Juste une communication pure et joyeuse. Quand Jules gloussa, vraiment gloussa
à son imitation d'un chat grincheux, Amélie sentit quelque chose bouger dans la maison autour d'eux. C'était subtil, mais elle était observée. Depuis l'embrasure de la porte cachée dans l'ombre, Gabriel observa la transformation de son fils avec une inquiétude croissante. En une seule soirée, cette femme avait donné à Jules quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie, la normalité, la joie, le simple plaisir d'être compris et accepté sans peur. Mais dans le monde de Gabriel, le bonheur était une responsabilité. L'amour était une faiblesse et Amélie Moreau devenait rapidement les 232 kilomètres à travers la ville. Dans un entrepôt rempli de fumée, Vincent Torino mit fin à un appel téléphonique avec un sourire satisfait. Alors, le patron a une nouvelle faiblesse, dit-il à son équipe rassemblée. D'abord, le gamin, maintenant une fille qui peut lui parler. Quel est le plan, patron? Demanda son lieutenant. Le sourire de Vincent devint prédateur. Nous prenons les deux. 3 semaines après le début de sa nouvelle vie au domaine Vinci, Amélie avait établi une routine qui l'effrayait et l'exaltait. Chaque matin, elle trouvait Jules à attendre à sa porte avec son sac à dos et un sourire pressé, prêt pour des leçons qui ne ressemblaient pas à l'éducation traditionnelle. Au lieu des mathématiques et de l'histoire, Amélie lui enseignait comment exprimer des émotions qu'il n'avait jamais été autorisé à ressentir. Au lieu de lire dans des manuels scolaires, il créait des histoires avec leurs mains sur des chevaliers courageux et des animaux parlants. Plus important encore, elle lui enseignait que ses pensées et ses sentiments comptaient, quelque chose que personne n'avait jamais pris la peine de lui dire auparavant. Aujourd'hui, nous allons apprendre les sentiments, signa Amélie, alors qu'ils étaient assis dans la vaste bibliothèque du manoir, entourés de livres reliés en cuir, qui n'avaient probablement pas été touchés depuis des décennies. Je connais les sentiments, signa Jules en retour. Heureux, effrayé, ce sont de bons débuts. Mais que diriez-vous de frustré, excité, fier? Amélie démontra chaque signe, regardant les yeux de Jules s'écarquiller de reconnaissance. Je me sens frustré quand Madame Castellano s'enfuit, quand j'essaie de demander des biscuits, signa-t-il avec impatience. Et excité quand vous m'apprenez de nouveaux mots. Et il fit une pause, son petit visage se plissant de concentration. Fier quand papa nous regarde et sourit, les mains d'Amélie s'immobilisèrent. Votre père nous regarde? Jules hocha la tête avec enthousiasme. Chaque jour, il se tient dans l'embrasure de la porte et vous regarde m'enseigner. Il pense que je ne le remarque pas, mais je le fais toujours. Un frisson de quelque chose qu'Amélie ne voulait pas examiner de trop près s'agita dans sa poitrine. Elle avait été profondément consciente de la présence de Gabriel au fil des semaines. La façon dont les conversations mouraient quand il entrait dans une pièce. La façon dont son personnel se déplaçait autour de lui avec une précision chorégraphiée. La façon dont ses rares sourires transformaient tout son visage quand il regardait son fils. Mais elle n'avait pas réalisé qu'il regardait son travail avec Jules. À quoi ressemble son visage quand il regarde? Demanda Amélie, la curiosité prenant le dessus. Comme s'il voyait quelque chose d'impossible, signa Jules. Comme quand nous regardons des films et que le gentil gagne, même si cela semblait impossible. Ce soir-là, Amélie eut sa confirmation. Elle était dans la cuisine, en train de préparer un goûter tardif à Jules, quand elle entendit des voix provenant du bureau de Gabriel. La porte était légèrement entr'ouverte, et 2 hommes parlaient à voix basse et urgente. « La famille Torino est en mouvement, patron. » Elle entendit un homme dire « Vincent pose des questions sur votre fils, sur ses routines. » Amélie se figea. Un pot de beurre de cacahuète était à mi-chemin du comptoir. Quel genre de questions? La voix de Gabriel était mortellement silencieuse. Sur son emploi du temps, son service de sécurité, où il va pendant la journée. Et patron, la voix de l'homme baissa encore plus. Il pose des questions sur la fille aussi. Celle qui lui parle. Le sang d'Amélie se glaça. Elle se pressa contre le mur de la cuisine, cherchant à entendre plus. Vincent pense que le gamin est votre faiblesse, continua le second homme. Il prépare quelque chose de grand. Pense que s'il peut atteindre le garçon, il peut vous forcer à partir et prendre le territoire. Il y eut un long silence, et lorsque Gabriel parla à nouveau, sa voix portait le genre de fureur froide qui faisait frissonner la peau d'Amélie. Laissez-le essayer. Quiconque touche à mon fils meurt lentement. Et la fille, patron, elle n'est pas protégée comme le gamin. Si Vincent est intelligent, il ira après elle en premier. Amélie n'attendit pas la réponse de Gabriel, son cœur martelant contre ses côtes. Elle courut à travers les couloirs du manoir, montant les escaliers 2 par 2 jusqu'à atteindre le bureau de Gabriel. La porte était toujours entr'ouverte et elle pouvait le voir debout derrière son immense bureau, son visage taillé dans le granit, tandis qu'il écoutait les rapports de ses hommes. Sans réfléchir, Amélie poussa la porte.
Amélie. L'expression de Gabriel passa immédiatement d'un froid calcul à la surprise. Ces deux hommes, Marco et quelqu'un qu'elle ne reconnut pas, se placèrent protecteursement devant leur patron, les mains se dirigeant vers des armes dissimulées. « J'ai entendu, dit Amélie, le souffle coupé. J'étais dans la cuisine et je les ai entendus parler de Vincent Torino. Le plan pour blesser Jules, pour me blesser. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Gabriel étudia son visage avec une intensité laser, et Amélie réalisa qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pouvait pas effacer. Elle s'était volontairement impliquée dans son monde dangereux. « Combien avez-vous entendu ?» demanda Gabriel doucement. « Assez pour savoir que Jules est en danger à cause de moi. » La voix d'Amélie se brisa. « Je devrais partir si ma présence le met en danger. »« Non !» La voix de Gabriel coupa ses mots comme une lame. Il contourna son bureau avec une grâce fluide, s'arrêtant à quelques centimètres de l'endroit où elle se tenait. Si près, Amélie pouvait voir les paillettes d'argent dans ses yeux gris, pouvait sentir sa colonne coûteuse, mélangée à quelque chose de plus sombre. « Vous ne partez pas. »« Mais Vincent Torino est un homme mort en marche, » dit Gabriel avec une certitude absolue. « Et vous ?» Il tendit la main et toucha doucement son visage, ses doigts étonnamment chauds contre sa peau. « Vous venez de prouver quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir croire. »« Quoi ? » ?»« Que vous risqueriez votre propre sécurité pour m'avertir d'une menace envers mon fils. » Le pouce de Gabriel traça sa pommette. Et Amélie sentit sa respiration se couper. « Que vous nous choisiriez plutôt que votre propre liberté. » Le cœur d'Amélie battait si vite qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Bien sûr que je le ferai. Jules il est spécial. Et vous ?» Elle s'arrêta, ne sachant pas comment finir cette phrase. L'expression de Gabriel s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pendant un moment, le dangereux chef de la mafia disparut, remplacé par un homme qui semblait presque vulnérable. « À partir de ce moment, dit-il, sa voix portant le poids d'un vœu inviolable, vous êtes sous ma protection. Personne ne vous touche, Amélie. Ni Vincent, ni personne. » La façon dont il dit son nom envoya des frissons dans son dos. « Marco » appela Gabriel, sans quitter Amélie des yeux. « Doublez le détail de sécurité et faites passer le mot. Quiconque regarde mademoiselle Moreau de travers me répondra personnellement. » Alors que ces hommes partaient exécuter ses ordres, la main de Gabriel était toujours en train de caresser le visage d'Amélie, et elle réalisa avec une clarté saisissante qu'elle n'était plus seulement l'institutrice de Jules. Elle était en train de tomber amoureuse de son père, le désastre du Parc 2. Jour après qu'Amélie se fut précipitée pour avertir Gabriel de la menace Torino, elle prit une décision qui changerait tout. Jules était confiné au manoir depuis des semaines, ses leçons limitées à la perfection stérile de pièces qui ressemblaient plus à un musée qu'à une maison. Le garçon avait besoin de soleil, d'air frais et de la simple joie d'être un enfant normal, même si ce n'était que pour une heure. « Absolument pas, » dit Gabriel, quand Amélie souleva l'idée pendant le petit déjeuner. Il était vêtu d'un autre costume parfaitement ajusté, ses cheveux noirs encore humides de sa douche matinale, ressemblant en tout point au puissant homme d'affaires plutôt qu'au chef de la mafia qu'elle savait qu'il était. « S'il te plaît. »« Papa » signa Jules depuis sa place à l'énorme table à manger. « Je veux voir les canards au parc Lincoln. » Amélie dit qu'il y a un étang où ils nagent. Les yeux gris de Gabriel s'adoucirent comme il le faisait toujours quand il regardait son fils, mais sa mâchoire resta ferme. « Ce n'est pas sûr, gamin. »« Pas maintenant. Ça pourrait l'être, » dit Amélie soigneusement. « Et si nous amenions la sécurité? Gardons cela court, juste une heure. » Il a 8 ans, Gabriel. Il n'a jamais simplement joué dans un parc. Les mots atteignirent leur cible. Amélie regarda le visage de Gabriel, tandis qu'il traitait ce qu'elle avait dit, que son fils n'avait jamais connu quelque chose d'aussi simple et fondamental que jouer dans un parc. La culpabilité et la douleur qui traversèrent ses traits lui serrèrent la poitrine. « Une heure, » dit Gabriel finalement. « Détail de sécurité complet et vous restez à moins de 3 mètres de Marco en tout temps. » Le visage de Jules s'illumina comme le 14 de juillet. Le parc Lincoln, un mercredi après-midi, était parfait. Calme, paisible, avec juste quelques joggeurs et promeneurs de chiens profitant de l'air frais d'octobre. Amélie s'assit sur un banc en regardant Jules donner des miettes de pain à une famille de canards colverts, son corps entier vibrant d'excitation à mesure que les canards nageaient plus près du rivage. « Ils n'ont pas peur de moi », signa-t-il à Amélie avec émerveillement. «
Ils viennent juste vers moi. Les animaux sont intelligents, signa Amélie en retour. Ils savent que tu as un bon cœur. Marco et 3 autres hommes en costume sombre s'étaient positionnés autour du petit étang avec une précision militaire, leurs yeux balayant constamment à la recherche de menaces. Pour quiconque regardait, ils ressemblaient probablement à des agents des services secrets. Mais Amélie avait appris à lire les signes subtils, la façon dont leurs mains planaient près des armes dissimulées, la façon dont ils communiquaient avec de minuscules oreillettes, la façon dont ils ne se détendaient jamais, même pour une seconde. Elle était si concentrée sur la joie de Jules qu'elle manqua. Presque le jogger qui passa devant leur banc pour la 3e fois en 10 minutes. Presque. Le pouls d'Amélie s'accéléra en remarquant d'autres détails qu'elle avait négligés auparavant. Le travailleur d'entretien qui réparait la même poubelle depuis 20 minutes. La femme avec la poussette qui ne cessait de faire le tour vers eux. La camionnette garée de l'autre côté de la rue avec des vitres fumées. Marco, appela Amélie doucement, mais avant que le garde du corps ne puisse répondre, tout explosa dans le chaos. Le jogger sortit une arme de sa ceinture et tira 3 coups rapides sur Marco, qui plongea au sol, tirant sa propre arme. Le travailleur d'entretien et la femme à la poussette sortirent soudainement des fusils automatiques de leurs équipements, et les portes de la camionnette s'ouvrirent, déversant 6 hommes masqués en tenue tactique. À terre, rugit Marco, mais Amélie était déjà en mouvement. Jules était figé au bord de l'étang, son petit visage blanc de terreur, alors que des coups de feu éclataient autour de lui. Amélie sprinta à travers l'herbe, sa seule pensée étant d'arriver jusqu'à lui avant que les hommes masqués ne le puissent. Elle plaqua Jules au sol juste au moment où une rafale de balles mâchait le banc où il se tenait quelques instants auparavant. Les roulant tous les deux derrière un grand chêne, Jules tremblait incontrôlablement, ses mains bougeant en signes frénétiques et terrifiés qu'Amélie ne pouvait pas déchiffrer à travers sa propre panique. « Ça va, chérie ?» chuchota-t-elle, pressant son visage contre son épaule pour qu'il ne puisse pas voir la violence qui éclatait autour d'eux. « Je te tiens. Je ne laisserai personne te faire du mal. » Marco et ses hommes étaient en infériorité numérique, mais pas en puissance de feu. Le son des armes automatiques résonnait à travers le parc, tandis qu'ils ripostaient avec une précision professionnelle. Amélie vit Marco prendre une balle dans l'épaule, mais continuer à tirer. Vit un autre des hommes de Gabriel tomber lourdement derrière un banc de parc. Puis elle entendit le crissement de pneus alors que plus de véhicules arrivaient. Mais ce n'était pas des renforts pour les hommes de Gabriel. « Le gamin !» cria quelqu'un, et Amélie leva les yeux pour voir 2 silhouettes masquées flanquer leur position. Elle ne pensa pas, elle réagit simplement. Amélie se jeta devant Jules juste au moment où l'un des hommes tirait, sentant une ligne de feu déchirer son flanc gauche alors que la balle frôlait ses côtes. L'impact la fit tourner, et dans ce moment de désorientation, des mains rudes attrapèrent Jules et l'arrachèrent à elle. « Non !» cria Amélie, s'élançant en avant malgré le sang qui se répandait sur sa chemise. « Jules !» L'un des hommes masqués la frappa violemment au visage, la faisant s'écraser au sol. À travers une vision troublée, elle les vit traîner Jules vers un SUV noir. Les yeux terrifiés du garçon se fixèrent sur les siens, tandis qu'il signait désespérément « Aide-moi !» Amélie essaya de se lever, essaya de courir après eux, mais sa vision devint grise, et elle s'effondra sur l'herbe, son propre sang s'accumulant sous elle. La dernière chose qu'elle entendit, avant de perdre connaissance, fut le crissement des pneus alors qu'ils emmenaient Jules. Quand Amélie se réveilla 6 heures plus tard dans une chambre d'hôpital privée, le premier visage qu'elle vit fut celui de Gabriel. Il avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en l'espace d'un après-midi. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Sa chemise était tachée de ce qui ressemblait à du sang et ses yeux gris brûlaient d'une fureur qui la fit se recroqueviller contre les oreillers de l'hôpital. « Ils l'ont pris », chuchota-t-elle. Et les mots ressemblaient à de l'ingestion de verre. « J'ai essayé de le protéger, mais ils l'ont pris. » Les mains de Gabriel tremblaient. En fait, tremblait en tendant la main pour toucher le visage d'Amélie. « Amélie, vous avez pris une balle pour mon fils. Vous vous êtes jeté entre lui et des hommes armés sans hésitation. Mais ce n'était pas suffisant. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Il est parti à cause de moi, parce que j'ai eu l'idée stupide de l'emmener au parc.